Hier, j'ai interviewé Anne-Sophie Pic. Et l'histoire d'Anne-Sophie Pic, c'est qu'elle avait 22 ans, elle venait de finir ses études et son père est décédé. Et elle s'est retrouvée à 22 ans avec son mari, propulsée dans la lumière, à s'occuper d'une boîte de 60 personnes. Dans une certaine mesure, c'est un petit peu ce qui t'est arrivé aussi. Tu t'es retrouvée à devenir entrepreneur peut-être avant d'être prêt, de façon inopinée, et à reprendre la suite de quelqu'un qui était le fondateur du festival. Comment est-ce que tu t'y es pris dans ce moment-là? On peut dire aussi que c'est mon deuxième père qui est décédé à ce moment-là, puisque Claude était mon mentor et puis mon homme à penser depuis des années, puisque j'avais passé avant ça, j'ai fait mon premier festival en 1994 comme staff quand j'étais dans le cadre de mes études hôtelières. Et j'ai repris le festival, la direction du sponsoring et du marketing en 1999. Puis après, petit à petit, avec Claude, on a créé ce poste de secrétaire général qui n'existait pas dans une perspective de continuité. Et c'est vrai que Claude est parti évidemment de manière totalement inattendue. Personne ne pensait qu'il était en pleine forme, mais quelque part de la plus belle des manières, en fait, au sommet d'une piste de ski, en faisant un petit tour à la lueur de la lune en ski de fond, ce qu'il adorait faire à 2 h du matin, ce que personne ne fait normalement, mais lui il adorait le faire. Donc c'est pas quelque chose d'anormal quand on pense à Claude. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, ta vie, elle change, elle se transforme parce que déjà, tu étais deux. Et on pouvait vraiment dire ça comme ça, c'est qu'avec Claude, on était deux. On était père-fils, on était cul et chemise, si tu me passes l'expression. On se complétait, on se parlait beaucoup. Que les rôles étaient assez bien répartis. Lui s'occupait peut-être plus de la partie artistique. Les rôles étaient très bien répartis. On s'occupe de la logistique. Les rôles étaient très bien répartis, mais on a fait vraiment cette continuité. C'est-à-dire que quand Claude m'a nommé secrétaire général, c'était un peu une folie dans le sens que j'avais 25 ans, j'avais 6 mois de travail au bureau, donc autant dire totalement novice dans le monde du spectacle. Et en fait, on s'est construit avec les années. Et vraiment, on était arrivé à une période de 2012 où on était vraiment dans la complémentarité totale, chacun dans son domaine de compétences. Et Claude est parti à ce moment-là. Mais il est parti quelque part, j'ose le dire, d'une manière tellement belle, finalement, comme il l'avait souhaité, c'est-à-dire partir d'un coup comme ça. Et finalement, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il nous avait terriblement bien préparés. Et moi particulièrement, mais ce n'est pas que moi, mais c'est toute l'équipe qui avait derrière, parce que finalement, on était 35 personnes derrière. Et c'est vrai que médiatiquement, ce n'est pas ça qui est apparu, parce que médiatiquement, on s'est dit, oulala, Claude Nobs c'est parti, ça va être la catastrophe. Mais en fait, il y avait 35 personnes derrière. Qu'est-ce qu'il avait fait pour préparer? Rien d'explicite. Et c'est ça peut-être la plus belle chose. Et c'est ça d'autant plus intéressant. Et c'est toutes ces choses dont on s'est rendu compte par la suite. Et je pense que si je dois en citer une, 2, 3. On a le temps. 2, 3, ça me va bien. Non, je dirais que la première chose, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il coule dans notre sang tous les jours et de toute l'équipe aujourd'hui. C'est un état d'esprit sur lequel on reviendra, cet état d'esprit d'entrepreneur, cette envie de créer, d'innover de manière systématique. Et puis après, pour moi, il a laissé quelque chose qui n'est pas apparu du tout en fait, dans les médias après sa mort, mais qui pour nous était vraiment extrêmement important. C'est ce que j'ai appelé du butterfly effect, comme les Japonais aiment le dire. Ce qui était absolument merveilleux, c'est que Claude était entouré de plein de gens. C'était pour moi un networker incroyable. C'était quelqu'un qui avait cette faculté d'arriver ici autour de vous et de tous vous rallier à sa cause en l'espace d'1 minute. Et c'est vrai que c'est ce qui faisait le plus peur à tout le monde, en disant quand Claude va disparaître, finalement, toute cette magie de fédérateur va disparaître. Et au contraire, et c'est ça qui était fascinant, c'est qu'au contraire, ça s'est surmultiplié. Je vous donne juste l'exemple de Quincy Jones. Quincy Jones qui était vraiment l'allié de Claude, etc. On aurait pu terriblement bien comprendre qu'à 80 ans, Quincy dise « Bon, mon frère Claude a disparu, j'ai fait ce que j'avais à faire pour le festival, maintenant je me retire petit à petit parce que la jeune équipe qui est derrière, je n'ai pas la même relation, etc. » Au contraire, le premier qui me téléphone le lendemain matin de la mort de Claude, c'est Quincy et qui dit « En fait, je serai encore plus derrière toi. » Et juste pour vous donner l'exemple, Quincy venait, quand c'était encore Claude, il venait peut-être 3-4 jours pendant le festival en tant qu'ami, mais c'était le festival de Claude. Là, aujourd'hui, c'est son festival et il vient 16 jours par festival pour nous soutenir. Et ça, vous le multipliez par des centaines de personnes
Et finalement, ce côté-là qui avait été presque par nous aussi sous-estimé de Claude. Parce que c'était un peu des graines qu'il avait mis chez les gens qu'on n'avait pas encore vu grandir. Et quand il est parti, les graines ont continué à... C'est quelqu'un qui avait comme... les gens avaient une dette envers lui en fait, parce qu'il donnait beaucoup. Et du coup, quand il est parti, les autres ont voulu redonner un peu de ce qu'ils avaient. Je pense grandir ce lien qu'il avait créé lui. La générosité sociale, c'est un des éléments fondamentaux de notre culture et de la culture de Claude. Et ça s'est ressenti très fortement lors de son décès. Et d'ailleurs, son décès était quelque part, j'ose le terme, presque une fête, en fait, en son honneur, mais une fête pour la continuité. Donc nous, on s'est retrouvés évidemment avec une tristesse énorme d'avoir perdu un homme, un ami, un second père pour moi. D'ailleurs, ma voix vibre chaque fois que j'en parle. Mais en même temps, avec cette joie de dire, mais en fait, il nous a laissé un patrimoine tellement extraordinaire que notre mission, c'est aujourd'hui de le faire perdurer. Et donc, on a souvent parlé de ces successions, et d'ailleurs, pour ne pas le citer, Le Temps et un journaliste avait titré une année avant le décès de Claude en disant « Claude Nobs, la succession impossible ». Je veux dire qu'il se retourne dans son bureau en disant il s'est bien planté à ce niveau-là parce que justement, et j'avais les discussions avec le journaliste une fois qu'il avait écrit cet article-là, en disant en fait, tu n'as rien compris à Claude. Tu n'as rien compris. Si tu écris ça, c'est que tu n'as pas compris qui est Claude. Il s'est presque mis à pleurer en disant mais oui, mais Claude, je le connais bien, je le vois tout le temps. Je dis non, mais en fait, tu n'as rien compris à qui il est. Ce génie fédérateur, ce génie qui regroupe les gens et surtout, je reviens quelque part sur une interview que j'avais donnée au New York Times, si tu me permets, et qui me posait la question en disant « What is different for you for the good management and a great management ?» Puis pour moi, la réponse, elle était totalement évidente, parce que c'était ça, cet esprit de Claude, c'est-à-dire le good management, c'est de faire en sorte que toutes les personnes de ton équipe adhèrent à ton idée et la portent. Le great management, c'est que faire en sorte que toute ton équipe et l'impression que ça soit leur idée et qu'ils l'apportent d'autant plus. Et c'est peut-être ça finalement qui n'avait pas compris la personne du temps, c'est que Claude, on pouvait penser que c'était par rapport à lui, mais ça n'était pas par rapport à lui, c'était par rapport à nous. Et du coup, quand il n'était plus là, il y avait encore nous, il y avait encore la communauté. Et ça, c'est très fort, mais quand même, c'est vrai qu'arriver comme ça dans les pas du fondateur, c'est compliqué. Ensuite, de quelqu'un d'extrêmement charismatique, c'est d'autant plus compliqué. Et alors, il y a toujours un équilibre qu'on doit trouver quand on est entrepreneur, c'est entre tradition et innovation. Alors, comment est-ce que toi, tu as abordé ce problème? Donc, il y a les Anglais diraient, ces chaussures à remplir, de big shoes to fill. Il y a des gens qui vont peut-être penser que la recette Montreux, il faut juste la copier-coller. Puis en même temps, toi, tu dois avoir envie de la faire avancer. Tu dois avoir envie aussi de mettre ta patte. Donc, comment est-ce que tu as abordé ce défi de concilier innovation et tradition? Alors, première chose pour répondre à ta question, c'est qu'il n'y a pas de chaussure à remplir. On ne remplit pas la chaussure d'un créateur. On poursuit son œuvre. Et moi, je me suis toujours positionné en disant, je ne suis pas là pour remplacer Claude. Je suis là pour perpétuer son œuvre. Et ça, c'est le point de départ qui est pour moi fondamental, qui est super important. Donc à partir de là, quand tu es dans cette dynamique de ne pas dire de manière égo-trip en disant « Ok, ben maintenant c'est moi qui suis sur la chaise de Claude », c'est pas ça, je suis sur une autre chaise, je suis sur la mienne. Et comment je vais pouvoir perpétuer son œuvre? Comment je vais pouvoir me tourner vers l'avenir? Et ça, quelque part, je ne vais pas dire que c'était facile, mais j'étais dans une position assez agréable. Dans le sens où on en avait tellement parlé avec Claude, on avait tellement échangé sur nos visions, et d'ailleurs même 2 semaines avant son décès, et je suis obligé de raconter ces petites anecdotes, parce que Claude avait lui-même perdu son mentor qui était Raymond Jossy. Raymond Jossy avait été le directeur de l'Office du tourisme de Montreux, qui avait donné la chance à Claude, quand il avait 24 ans, de venir comme comptable à l'Office du tourisme et lui avait dit en fait va me trouver une idée pour faire connaître Montreux à travers le monde. Et Claude a toujours été redevable très justement à cet homme génial d'avoir cru en ce troublion Nobs à l'époque pour mettre Montreux sur la carte du monde. Qui lui-même a un peu fait pareil en confiant un rôle important à un jeune de 25 ans qui sortait de l'école hôtelière. À peu près. Nous y reviendrons. À peu près. Je pète ton plomb, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est mon problème, c'est pas le tien. Continue ton anecdote, vas-y. Et en fait, on était à Saint-Maurice vraiment quelques jours avant la mort de Claude et donc Raymond Jossy était décédé.
Et on était à 2 heures du matin en train de boire une bonne bouteille de rouge et Claude me dit « Mais tu sais, je suis vraiment très heureux parce que j'ai pu voir Monsieur Jossy juste avant qu'il décède. » Puis je dis « Oui, je me rappelle que tu l'as vu et c'est génial que tu l'aies vu. » Il me dit « Mais c'est génial parce qu'en fait, pour la première fois de ma vie, j'ai osé lui demander pourquoi il m'avait choisi. » Donc, ça veut dire 50 ans plus tard. Et Claude me regarde et dit « Tu sais ce qu'il m'a répondu ?» Il m'a répondu qu'il m'avait choisi parce que je savais faire des choses différentes de lui. Et je laisse planer cette phrase un petit moment, sachant pertinemment où Claude voulait en venir à ce moment-là. Et après quelques secondes, il me dit « Mais tu sais pourquoi je t'ai choisi, toi ?» Et il me dit, je dis « Non, évidemment. » Et il me regarde, il me dit « Mais c'est exactement pour la même raison. Et je suis sûr que tu sauras faire de ce festival quelque chose qui t'appartient, mais dans l'esprit que nous avons monté ensemble. » Et j'avais pas besoin d'autre chose que cette phrase-là. Malheureusement, il est parti 2 semaines plus tard, mais c'est comme si c'était presque une sorte de testament à ce moment-là, ce qui est assez dingue quand on regarde dans le rétroviseur. Mais finalement, c'est ça, pour répondre à ta question fondamentale de comment je l'ai fait. J'ai pas réfléchi parce que j'étais porté par cette force de cette phrase, de ces moments-là. Et j'avais pas de questions, j'avais pas de peur, je me suis pas réveillé le lendemain matin en me disant oh, « Mon Dieu, c'est horrible, qu'est-ce qui m'arrive ?» etc. J'étais tellement porté par ces phrases et ces petits moments-là qu'on avait passés ensemble, qui étaient finalement les seuls moments où on avait parlé de succession, parce qu'on n'a jamais parlé vraiment de succession avec Claude. Et ça te donne une force qui est inégalable. Et finalement, après, quoi que disent les médias, parce qu'évidemment, quand Claude est décédé, ça va être la fin du festival. Est-ce que Jaton peut vraiment reprendre le festival? Est-ce qu'il a les reins suffisamment solides, les épaules suffisamment solides? Est-ce qu'il a la culture musicale? Enfin, j'ai tout entendu, j'ai tout lu. Et l'autre élément qui m'a permis, et ça c'est peut-être une forme de conseil, si ça arrive à quelqu'un de devoir reprendre un héritage de cette sorte, c'est qu'au moment où Claude est décédé, je me suis caché. C'est-à-dire que je me suis retiré complètement pendant 4 jours. Un week-end, j'ai dit je n'apparais pas, je ne réponds pas. Mon téléphone sonnait toutes les 2 secondes pour les interviews, les journalistes qui voulaient savoir, machin, etc. Et je me suis retiré. C'est très intéressant de se retirer déjà parce qu'on fait un point sur soi-même. Et surtout, on entend tout ce qui se passe. On regarde, on lit, on voit alors tous ceux qui sortent du bois comme des gros champignons et qui vous prodiguent les grands conseils et qui vous disent on va faire ci, on va faire ça. Alors, j'ai jamais eu autant de personnes qui étaient prêtes à devenir des advisory du Montreux Jazz Festival. Et c'est assez intéressant parce que ça montre aussi de manière très rapide sur qui vous pouvez compter. Mais ça, ce que tu racontes est finalement très révélateur aussi de qui était Claude et de son ego. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trop souvent, l'entrepreneuriat étant très à la mode, on voit des gens avec des gros égos qui mettent leur projet au service de leur propre gloire, et Claude faisait précisément l'inverse. C'est-à-dire qu'il se mettait lui au service d'une cause qu'il dépassait, qui était celui de sa passion pour la musique. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça a été plus facile d'assurer une continuité, parce que sa passion n'était pas de se mettre en avant. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui était plutôt discret, qu'on ne voyait pas énormément, alors que il avait un rôle. Non, mais il aurait pu avoir un rôle quand même. Il aurait pu beaucoup plus se mettre en avant en utilisant la plateforme et son festival. Mais c'est intéressant. Tu dis, les gens pensaient que je devais reprendre et finalement et remplir cet espace. Finalement, j'ai dû continuer. Je pense qu'une autre. Et moi, je sens qu'il y a beaucoup d'émotions quand tu parles. J'y suis très sensible. J'essaie un peu de me contenir, mais je pense que les gens. On va chialer quand même. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une histoire touchante et bref. Et moi aussi, j'ai un peu connu. Je l'ai croisé 2-3 fois. Et je crois qu'une des autres, un truc qui est pas très bien compris, c'est qu'on pense que le Montreux Jazz Festival, c'est un endroit où ce qui est important, c'est la musique, mais je crois que ça va beaucoup plus loin. Ce qui est important, c'est l'expérience et c'est les émotions. Qu'est-ce que c'est au fond ton métier? Et qu'est-ce que c'est cette plateforme? Je vais prendre ce mot, il est terrible, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette plateforme? Qu'est-ce qui se passe au Montreux Jazz Festival? Tu es un vendeur de quoi? Un créateur de quoi? Un créateur d'émotions. Alors comment on s'y prend? On crée des émotions. Alors, est-ce qu'on va chez Ikea? C'est plutôt chez la Migros qu'on trouve des émotions? Non mais raconte-nous un petit peu, c'est vrai que c'est très intéressant. Je te taquine, mais pour moi ce point il est vraiment fondamental. Et tu dis qu'on fasse de la musique, qu'on fasse des yogourts ou qu'on fasse quoi que ce soit, et particulièrement dans la musique et dans l'événementiel et dans la culture, on est des créateurs d'émotions. Et cet ADN que j'ai parlé de Claude et de cette histoire du festival,
c'est ce human factor qui est pour moi fondamental. On parle de globalisation, on parle de grandes sociétés, on parle de sociétés qui absorbent, qui rachètent les festivals, des Coachella, des Live Nation, des milliards de dollars, etc. Pour moi, il n'y a qu'une vérité à la fin, c'est le contact humain. Et par ce contact humain, par cette émotion qu'on peut transmettre en se regardant dans les yeux, puis en discutant et en prenant une décision ensemble, on arrive à soulever des montagnes. Et finalement, si j'ai un héritage de Claude, c'était celui-là. C'est-à-dire que nothing is impossible, à l'impossible nul n'est tenu, parce que quand le cœur parle, il parle bien au-delà de l'argent ou du business ou de l'opportunité ou de l'ego. Ça paraît très naïf, fleur bleue de dire ça, mais le 99% du travail du festival, c'est ça. Mais en fait, c'est même pas du tout naïf, c'est très pragmatique parce que tu es dans un marché global en face de gens qui ont des budgets 100 000 fois supérieurs et en fait, tu ne vaincras pas en arrivant, en te battant sur les cachets. Et donc la botte secrète un peu du festival, c'est justement que cette émotion, ce lien que tu as avec le public, tu le crées aussi avec les artistes. Et peut-être pour parler de ce point, est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça se passe de l'intérieur, ces soirées complètement folles que tu proposes, genre un artiste comme Prince qui vient 3 jours, alors qu'à ma connaissance il n'a jamais fait ça, un artiste comme Elton John qui vit en Suisse, alors qu'il ne doit même pas savoir où c'est sur la carte. Comment est-ce que... Comment, Elton, excuse-moi Elton, je sais très bien que tu sais où c'est Sweden. Non mais, sincèrement, comment est-ce que tu peux nous expliquer, quelque part, je vais employer des mots un peu violents, mais la proposition de valeur qui te permet de sortir du lot et de créer des choses finalement que l'argent ne peut pas acheter. Donc qu'est-ce que tu échanges avec ces gens-là? Qu'est-ce que tu leur proposes? Alors, point fondamental que tu dis, c'est que oui, Montreux a une notoriété, Montreux a une certaine grandeur, mais on est un petit Mickey au milieu de ce monde de la musique, en termes de taille, en termes de budget. Voilà, si la mesure, c'est la taille, parce qu'il y a aussi d'autres. Non, mais il y a aussi d'autres façons de mesurer le succès, par exemple l'impact. Je ne parle pas de notoriété, je parle de force de frappe financière qu'on peut avoir. Alors c'est clair qu'on est hors course. De toute façon, rien que si vous preniez la capacité, on a une salle de 4000 places, alors que n'importe quel open air est entre 20 000 voire 150 000 pour des open air qui se trouvent dans les pays de l'Est aujourd'hui, qui est une nouvelle concurrence en fait qui a émergé ces dernières années. Donc pragmatique, oui, je ne peux pas être concurrent en termes de budget. Donc comment je vais tourner ça et comment rendre cette folie possible? Alors il y a plusieurs facteurs. Il y a une chance, c'est l'histoire déjà. C'est-à-dire qu'on a un patrimoine, on a une histoire. Alors le plus important, c'est de la valoriser, cette histoire. On va en parler tout à l'heure avec les archives, etc. Quand on a la chance d'avoir cette histoire-là, quand on a la chance d'avoir des artistes qui ont créé l'histoire, on peut déjà s'appuyer sur quelque chose qui a une certaine force. Mais ce n'est pas gagné parce qu'il faut l'exprimer avec des paradigmes qui ont complètement changé aujourd'hui. C'est clair que tu ne peux pas parler à Muse ou à Stevie Wonder comme tu parlais à Aretha Franklin avec une boîte de chocolat dans les années 60. Ce n'est pas les mêmes codes. La philosophie est la même, les codes sont différents. Donc ces codes, ils vont rester. D'abord, c'est un sujet complexe que tu me demandes de résumer, mais je vais essayer de te donner 2 ou 3 exemples. Tu leur donnes beaucoup de liberté, par exemple. Tu leur dis, oui. Faites-vous plaisir, vous n'êtes pas face à un public qui attend que vous fassiez le top 50. Alors là, tu prends l'exemple de Muse dont on a discuté, je reviendrai peut-être là-dessus, mais ce qui est important, c'est qu'il y a l'histoire, il y a le setup qui est super. Donc, on va mettre ça en valeur. Ensuite, il y a l'intimité, l'authenticité, la proximité. Et ce côté human factor, de dire, OK, c'est super, tu vas tourner à Coachella devant 70 000 personnes. Ça, c'est génial, c'est une expérience. Nous, ce qu'on t'offre, c'est une expérience où tu vas voir ton public droit dans les yeux. Alors, ça peut faire peur. Certains ne l'ont pas fait justement parce que ça fait peur. Et aujourd'hui, on a un autre problème. C'est-à-dire que, et je vais t'expliquer comment on le contourne, c'est qu'aujourd'hui, très rapidement, le music business a été transformé en 15 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, les artistes tournaient pour vendre du disque. Aujourd'hui, ils ne vendent plus de disques, ils ne gagnent plus d'argent sur le support du disque, donc ils tournent pour gagner de l'argent. Paradoxe économique pour tous les entrepreneurs que vous êtes, a priori, quand on tourne plus, les prix doivent être plus bas. Donc il y a moins de rareté, donc les prix sont plus bas. Mais comme il y a plus de demandes, les artistes deviennent moins rares, mais ils sont toujours plus chers.
parce qu'il y a plus de festivals en Europe, parce que comme le disque plonge, le spectacle devient plus populaire. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc on se trouve dans une sorte de paradoxe totalement absurde, c'est-à-dire un artiste vient 3 fois plus cher, il est 2 fois moins rare, et je dois toujours le faire dans une petite salle, et comme il devient moins rare, pour se rendre vendable, il va créer des giga-productions pour cacher quelque part, à un certain moment, le non-renouvellement, parce qu'il ne peut pas. Je veux dire, quand il fait 150 ou 180 dates, il ne peut pas se réinventer tous les soirs. Donc on va commencer à créer des giga-productions avec des écrans, etc. Troisième problème pour Montreux, c'est que ces giga-productions, on ne peut pas les mettre dans une salle. Donc on doit encore plus convaincre l'artiste en disant, non seulement il faut que tu viennes pour moins d'argent, il faut que tu viennes dans une petite salle et quelque part te mettre à nu devant un public qui veut te voir toi tout seul et plus ta production. Et troisièmement, ta production, tu vas la mettre à côté, tu ne vas pas l'utiliser, elle va te coûter de l'argent, mais tu dois faire un show spécial pour Montreux. 3 complexités. Alors comment on va gérer ça? Ça ne marche pas toujours, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et je prends l'exemple de Muse qui était assez merveilleux. La tournée de Muse, impossible pour nous, c'était une tournée de stade, de grand open air. Et là, c'est un travail de longue haleine. Muse est venu la première fois à Montreux en 2002. Mathieu Bellamy et ses copains avaient 18 ans et on était un des premiers festivals à leur faire confiance à ce moment-là. L'histoire, elle commence il y a 20 ans. Donc là, tu crées le lien avec, tu as une relation. Je crée le lien émotionnel avec l'artiste. Et que tes concurrents ne pourront jamais recréer maintenant qu'ils sont super connus. Qui est en train de commencer sa carrière. Et à ce moment-là, c'est the right person at the right time. Et c'est vraiment, et ça c'est la notion de périodicité au festival est ultra importante, c'est d'être à un moment clé de la carrière d'un artiste et de l'accompagner à ce moment-là. Entre-temps, on sait que ce n'est pas possible. Muse explose, ils arrivent dans les stratosphères, mais qu'est-ce qu'on fait nous? On va les voir au Hallenstadium, on va se balader, et puis chacun, on maintient le lien, et puis on pose un petit cadeau dans les backstage, on ne va pas les embêter, on ne les voit pas, mais on dit juste, voilà, on est là. Et puis dans le cas de Muse, comme par hasard, Muse enregistre à Montreux, dans le studio de Mutt Lange, qui a produit les Courses, ACDC, etc. Avec les années, on connaît très bien Mutt, parce qu'il est aussi au Palace, il est dans le coin. On crée ce réseau-là qui est super important et qui fait que Muse vient enregistrer son album à ce moment-là. Je fais en sorte qu'un petit paquet arrive au studio, voilà, sur Montreux, sur la région, sur la beauté, tout ça. Et quand l'offre de Montreux arrive sur la table du management, déjà, il ne peut pas ne pas donner l'offre plus loin à l'artiste. Et l'artiste se rappelle, dans ce cas-là, c'était comme ça, se rappelle de toute cette histoire et disant, et dit à son management, vous faites ce que vous voulez dans votre tournée, mais moi je veux faire Montreux. Ouais. Et ce jour-là, en fait, déjà on se retrouve avec cette tournée qui est complexe pour Muse, parce que les camions ont dû partir ailleurs, venir faire juste les 3 musiciens sur scène sans production, donc changer leur show, changer leur production. Et Mathieu Bellamy arrive la veille, et il va voir un concert au Stravinsky, il sort du balcon, il vient vers moi, et il me dit, écoute, il voyait le concert de R, un groupe français, et puis il dit, mais je vois que le public est complètement en symbiose avec le groupe. Et moi, j'avais prévu de faire quelque chose de très différent à Montreux, mais est-ce que tu crois que c'est possible? Et là, je le regarde en disant, mais Matt, s'il y a bien un endroit sur Terre où tu dois faire ce que tu as envie de faire, ce qui te fait plaisir, c'est ici. N'attends rien de moi. Je ne vais pas te dire il faut faire ci, il faut faire ça, ou le public veut ci, veut ça. Le public est là dans cette salle parce qu'ils attendent, ils espèrent que vous soyez juste vous-même et que vous ayez envie de faire ce que vous faites. Et finalement, le lendemain, il monte sur scène et il fait un concert d'1h30 qui a duré plus longtemps que ce qui était prévu. Et il a duré 1h30 où il a fait pratiquement que des side B. Alors, les journalistes qui étaient présents, qui s'attendaient à du Muse hyper classique, ont dit oui, c'est pas très bien, mauvais concert. Mais les fans qui étaient dans la salle en disant mais c'est juste dingue, on a vécu un moment qui était incroyable. Et ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas une formule. Je ne peux pas te dire c'est comme ça, comme ça. Tu peux lire quand même au travers. Tu sais que par exemple, depuis tout à l'heure, ce que tu racontais avec Claude, c'est que quelque part, votre culture du don, vous donnez aux gens, ça crée, je ne vais pas dire une dette, c'est un mot qui est un peu moche, mais eux se disent, tiens, ça c'est des gens qui se sont occupés de moi quand j'étais pas connu, et quelque part, ils t'en doivent une, et donc ils grandissent.
Et un jour, quand tu viens vers avec une proposition, bah, tu as un lien avec eux. Donc, il y a une notion de lien, il y a une notion de liberté, il y a une notion, tu l'as dit, de plateforme technique. Vous faites des vidéos qui sont magnifiques. Alors, peut-être dans une tournée, ça va être la vidéo que l'artiste va partager sur les réseaux sociaux. Vous leur donnez une expérience très personnelle. Tu viens les accueillir personnellement, etc. Donc, finalement, on voit qu'il y a différentes monnaies d'échange qui te permettent de mettre moins de pression sur le budget financier. Et si je peux me permettre, il y a une dernière notion qui est pour moi fondamentale, c'est la notion d'empathie et de respect. Et ça, quelque part, Claude était hôtelier, j'ai été aussi, j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne, et s'il y a bien une notion qu'on nous inculque à ce moment-là, c'est qu'on est au service de nos clients. Et quand on parle à un artiste, on réfléchit à son parcours, on réfléchit à ses problématiques. Donc, je ne vais pas lui dire « ouais, c'est cool, tu viens juste avec ton truc, tu mets tes camions de côté, tu vas économiser de l'argent ». Je sais que ça lui coûte, je sais que c'est compliqué, donc je vais me plonger dans son univers en essayant de comprendre voilà, c'est quoi ses problématiques à lui. Et comment, au lieu d'être une contrainte, comment je peux lui apporter une bulle de bonheur ou de liberté ou de créativité qui lui permet de s'exprimer 100%. Si je n'arrive pas à toucher cet élément-là, je suis mort dans ce milieu-là. Donc, je dois toucher le truc qui fait que l'artiste lui-même se disent « I go there ». Voilà, et il y a une loi de la nature, moi qui bosse dans le monde des conférences, je dis toujours aux gens, quand vous êtes invité à des intervenants, quelque part l'argent ne vous différencie pas. Tout le monde peut débloquer un budget et tout le monde peut avoir la même somme. Par contre, si vous faites quelque chose, vous comprenez l'univers, vous savez que c'est quelqu'un qui aime un restaurateur ou une activité, vous l'emmenez après, là vous commencez à créer du lien et ça c'est beaucoup plus unique, c'est de ça dont on se rappelle. Si je peux me permettre la petite phrase, pour moi c'est la grande différence entre what money can buy et once in a lifetime experience. Et ce que Montreux va faire, c'est de tenter de faire une once in a lifetime experience. Voilà. Qui va pour moi beaucoup plus loin que What Money Can Buy. What Money Can Buy, c'est le truc à la mode, super cool, où tout le monde veut faire du What Money Can Buy. Mais on doit aller juste un pas plus loin. Et ce pas plus loin, c'est l'émotion en disant, mais ce que je suis en train de vivre maintenant, que ça soit pour tous nos stakeholders, que ça soit les artistes, les festivaliers, les médias, les partenaires. C'est ça, quand tu dis clients, c'est tous ces gens-là en fait. C'est tous ces gens-là. Et tu dois avoir la même empathie. Nos clients, ce n'est pas que les artistes, c'est le public aussi. Il me semble qu'il y a aussi un facteur qui est sous-jacent à ce qui se passe, c'est que, et ça c'est une théorie personnelle, j'ai l'impression que plus on va vers la technologie, plus on a besoin d'expérience, de réel, de concret. Ah, c'est sûr. Quel est ton regard là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est en train de porter ce retour au live, ce retour au fait que les gens aujourd'hui, comme tu le dis, c'est la grande mode, on veut vivre des expériences? Oui, parce que pour moi, je pense que la technologie n'est qu'un véhicule d'émotion s'il est bien utilisé. Et ça aussi, je fais un petit parallèle, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 20 ans, 25 ans, la technologie, c'était une manière de se positionner en tant que novateur. Donc on allait chercher la nouvelle technologie. Aujourd'hui, tout va tellement vite, et en plus, à l'échelle de Montreux, c'est plus la question de dire, comme vous allez le voir dans les archives, en 1991, Claude a été absolument visionnaire et génial en disant « je filme le festival en HD 20 ans avant que ça soit sur vos télévisions ». Ça, c'était de la vision technologique en disant « je pense que dans 20 ans, ça sera le support ». Et il a fait le bon pari et ça marchait. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette dynamique. Dans cette dynamique, on doit se dire maintenant comment la technologie peut, et c'est paradoxal, peut être un vecteur d'émotion. Donc je crois que les membres du bureau qui sont là et qui travaillent avec moi depuis un certain nombre d'années connaissent cette phrase que je sors souvent, c'est « pour qui, pourquoi ?» en fait. C'est super con et naïf comme question, mais à chaque fois qu'on aborde « ouais, on va faire une nouvelle app, on va faire un nouveau site, on va faire un truc, etc. » Je dis « ok, super, tout ça c'est bien, mais pour qui on le fait et pourquoi on le fait ?» Et si on arrive à répondre à ces deux questions et que ça répond fondamentalement à un besoin ou alors que un peu à Steve Jobs, on n'est pas dans la réponse à un besoin, mais dans la création d'un besoin, alors ok, fine, on y va. Mais si c'est juste pour surfer sur une vague, parce que tout le monde fait une app comme ça, et puis on doit faire une app comme ça, et puis par hasard ça ne nous correspond pas, ben, ce n'est pas une question de le faire. Donc pour moi, l'innovation, elle doit être déjà en balance parfaite avec l'héritage. C'est-à-dire que innovation et héritage sont pour moi les deux termes qui vont le mieux ensemble, même s'ils sont parfois opposés, mais au contraire, ils doivent être en harmonie totale. C'est-à-dire que l'innovation, et c'est ce qu'a fait l'EPFL ici, et on en reviendra peut-être sur ce sujet-là, c'est qu'on est dans une transition de comment on peut sublimer un héritage en utilisant la technologie d'aujourd'hui pour la rendre encore plus accessible et plus émotionnelle.
Un des trucs que tu as lancé récemment, ou en tout cas que vous avez lancé, c'est cette app, enfin cette initiative, on va pas dire que c'est une app, Insider. Et en fait, ça répond, tel que moi je l'ai compris, un des défis que tu as et que par exemple Christophe a avec les JO, c'est que c'est des grands événements qui existent, qui sont le centre du monde pendant 3 week-ends et 2 semaines pour toi, 2 semaines pour les JO. Et il faut essayer d'exister un peu entre les deux. Est-ce que tu peux nous raconter, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas Insider, comment ça se passe et quelle est la logique? Moi, je le comprends comme une façon de faire vivre le festival à l'année. Est-ce que c'est ça? Presque. Alors explique ce que c'est. Il y a des gens qui ne savent pas. Explique, s'il te plaît, explique un peu ce que c'est. Alors, comment ça marche. je t'explique Insider et ensuite la suite d'Insider. Parce qu'effectivement, ton analyse est parfaitement juste. C'est que, de nouveau, on est dans un monde où il y a une densité, une diversité, une accessibilité à l'offre qui est dingue. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez Spotify, vous avez YouTube, vous avez accès à la musique du monde entier en 3 clics. Mais ce qui est apparu, et c'est souvent le paradoxe d'une globalisation, c'est que plus vous avez de l'accessibilité, plus le consommateur est perdu. C'est-à-dire qu'il a accès tellement à tout que finalement il ne sait plus quoi prendre, il ne sait plus quoi choisir. Et je pense que vous êtes tous dans ce cas de temps en temps sur votre Spotify ou sur votre YouTube en disant « je vais écouter quoi ?» Et en fait on est parti en se disant « mais la manière d'exister toute l'année du Montreux Jazz Festival, c'est peut-être aussi une manière d'apporter notre crédit, d'apporter notre savoir-faire en disant, et c'est venu du festivalier, en disant, mais je ne savais pas qu'il y avait un tel qui venait, j'ai découvert 6 mois après, mais c'est génial, mais j'ai raté le concert. Puis on s'est dit, mais en fait, on est en train de rater un truc, on est en train de rater cette notion d'insider, d'information que nous détenons et que nous aimerions partager avec nos festivaliers. Et c'est parti vraiment de cette envie de dire, vous aimez la musique, vous aimez le festival, et c'est pas que le Montreux, finalement, c'est la musique en général. Rejoignez une communauté avec laquelle on va être en contact avec vous en permanence pour vous guider, peut-être un petit peu de manière un peu présomptueuse, ou en tout cas pour vous donner des petits tips de ce que notre vision de la musique. Ça ne veut pas dire que c'est la vision universelle, mais c'est notre vision de la musique. Et quand on a lancé ça, de nouveau, out of nowhere, ça a eu une réponse qui était immédiate. Et cette communauté... Donc c'était juste pour dire, c'était un abonnement, c'était 100 francs la 100 première francs par année. ouais. Et donc on devenait insider et on recevait en fait des informations la veille d'un événement. On nous disait demain, pour les insiders, pendant le festival, allez à tel endroit, il se passe un truc. Ouais. Donc c'était une façon un peu d'avoir une expérience parallèle et d'avoir un contact plus proche. Enfin, le nom le dit bien. Mais je pense que ça rejoint exactement ce qu'on disait sur ce human factor. C'est-à-dire que en fait, tu crées un outil digital, de communauté digitale, mais en fait, pour avoir un contact perso et te dire, en fait, on va te prendre par la main, on va t'accompagner, ou pendant le festival, tu peux passer par là, ou on va te dire, il y a une jam session de Quincy à ce moment-là, pour être, en fait, avoir ce sentiment de privilège, de dire, moi, j'en fais partie, I'm part of it. Pour moi, j'aime cette image d'insider parce que c'est un peu le corollaire de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas une communauté pour dire, on veut avoir, c'est pas la recherche de l'audience. C'est la recherche de la pertinence de l'audience. Et pour moi, c'est deux choses qui sont différentes. Et on retrouve un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, mais quelque part, aujourd'hui, Montreux est devenu un saut de qualité. C'est comme TED fait des speakers, des TED speakers. Aujourd'hui, un artiste qui a fait Montreux monte en gamme et sa réputation est boostée. Et donc, le côté insider, il y a aussi peut-être un petit échange de, voilà, tu fais partie d'un club. Mais aujourd'hui, insider... Et les artistes font partie d'insider, d'ailleurs. Très bien. Je ne savais pas. Je vais aller regarder la liste des membres, si on peut faire des messages. Il n'y a pas... Vous pourriez pas faire une version Tinder Swipe. Tu crois pas si bien dire, mais c'est pour un autre domaine, c'est pour un autre sujet. Exactement. Oups, c'était le projet dont il ne fallait pas parler. Si, tu peux en parler, mais je ne vais pas vous le révéler aujourd'hui. Soyez attentifs les prochaines semaines. Ah oui. Attends. Mais alors aujourd'hui, Insider, ça dépasse le moment du festival. C'est-à-dire que les insiders vont recevoir aussi des invitations à des concerts toute l'année. Oui. En fait, Insider était le prémisse de toute une stratégie je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que ce serait long, mais je vous l'illustre en 2 secondes. C'était toute une stratégie de diversification du festival, de dire aujourd'hui le festival n'est plus un festival. Le festival est un entertainment music business experience curation. Et en fait, tu changes le curseur. C'est-à-dire qu'au départ, on était des organisateurs de festivals. On était des gens qui étaient là pour booker des artistes, mettre des stands F&B et puis avoir du public et faire de la billetterie. Ça, pour le modèle Montreux, c'est fini. Pour le modèle des open air, ça marche encore très bien. Mais pour le modèle Montreux, c'est plus possible. Et donc, Insider, c'était le premier pas à cette nouvelle stratégie et d'une nouvelle société qu'on a créée qui s'appelle Montreux Media Ventures, qui est vraiment, en fait,
ce virage où le festival devient Entertainment Music Business avec une approche média du music business plus qu'une approche live concert. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va ça retrouver veut dire du Montreux Jazz un peu partout dans le monde. Je vous donne le meilleur exemple qui est Lego. Vous avez peut-être suivi la stratégie de Lego il y a certaines années. Donc Lego était pratiquement au bord de la faillite parce que la fabrique de jouets de Lego ne fonctionnait plus. Il nomme un patron de 31 ans aussi. De 31 ans, Voilà. qui vient avec une stratégie digitale, qui vient avec cette volonté aussi de faire du licensing. Oh mon Dieu, quelle horreur dans ce business-là, de dire, OK, je vais m'allier avec des grandes marques, que ce soit Star Wars, que ce soit Warner Music, etc. Et je vais commencer à faire des produits sous licence pour faire du storytelling. Et ensuite, je fais des films, et ensuite, je fais des parcs d'attractions, et ensuite, je fais tout ça. Résultat des courses, Lego fait toujours du Lego. Mais en fait, le 80% du business de Lego aujourd'hui, c'est le entertainment music business, c'est entertainment business. Ouais. Et Montreux Jazz, c'est un peu ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est encore 90%, c'est la musique et c'est le festival qui fait vivre l'écosystème Montreux Jazz Festival. Et demain, ça sera 30% le festival et 70% en fait les activités. Est-ce que tu peux nous décrire les activités qui vont arriver? Donc il y a aujourd'hui les cafés, on est dans un. Alors il y en a 4 principales. La première, c'est la notion de lifestyle, donc c'est les restaurants, les cafés et tout ce qui est licensed product, donc ce que vous avez là derrière, donc là qui est encore de ce qu'on appelle du fan gear. Mais petit à petit, ça c'est du fan gear, donc ça c'est vraiment du merchandising de festival. Et petit à petit, on va commencer à développer du produit sous licence avec des grandes marques pour faire de la distribution internationale. Ça c'est la partie lifestyle. La partie live experience, c'est notre core business, donc ça ne change pas. Mais ça, tu vas peut-être la copier-coller à d'autres endroits. Oui, comme on a Montreux Jazz Tokyo, Montreux Jazz Rio, donc on a des festivals sous licence aujourd'hui. Donc c'est comme avant, on en a deux. Quand même, ça va plus loin. On développe un petit peu. La troisième partie, c'est la partie éducative. Cruciale pour toute l'histoire que je t'ai racontée sur Muse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on investit énormément d'énergie, énormément de temps, énormément d'émotions sur quelle sera la star de demain. C'est la promesse de demain. Donc, tous les jeunes artistes que je peux vous citer, Muse, je peux vous citer Black Eyed Peas, Paolo Nutini, Jamie Cullum, Rag & Bone Man, Jojo Smith pour les tout récents. Tous ces artistes ont joué pour la première fois en fait à Montreux. Et c'est pas pour sortir le drapeau en disant super, regardez comme on est fort, on a été les premiers. Non, mais comme tu l'as dit avant, ça permet de les faire revenir plus tard. Et donc l'éducation vient c'est comme un centre de formation d'un club de foot. Du coup, ça t'évite de payer ça t'évite de payer les indemnités de transfert si tu as formé toi-même les joueurs. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Et donc, ce que tu dis, c'est que si vous êtes les premiers, il y a ce lien qui est unique. Exactement. Voilà, que moi j'ai vécu dans le monde des conférences en mettant sur scène des gens avant qu'ils soient connus et du coup tu gardes un lien avec eux, tu peux les appeler. Alors, et c'est pas reproductible par les gens qui arrivent tard dans le jeu. Ça évidemment c'est du temps, c'est de l'énergie parce qu'il faut, c'est beaucoup de voyages, c'est des équipes qui ne sont pas rentables tout de suite. Si on parle économiquement parlant, c'est des gens, des têtes chercheurs qui vont vous booker des gens sur lesquels ce n'est pas rentable. Mais ça sera rentable dans 10 ans. Et cette partie éducative, elle a maintenant une académie de musique. On a des Talent Awards au niveau mondial qui vont justement chiner au niveau mondial. Non, j'ai fait un lapsus. Déchiner, ça serait... Non, c'est dénicher. Dénicher, ah c'est ça. Dénicher des talents, c'est juste. Donc, les expériences, le lifestyle, l'éducation, le déchiner... Non. On peut dénicher 1000 personnes... Non. Et j'ai rien picolé encore. Mais amenez-nous à boire, s'il vous plaît. Il faut fluidifier un petit peu le discours. Non, mais la quatrième dimension. Live experience, lifestyle, education. Je me rends compte, je m'excuse. Je passerai sur la 5e dimension tout à l'heure. Donc, lifestyle, éducation, media and content. Donc ça, c'est la dernière partie qui a été créée, et innovation. Et ça, c'est ces 5 pôles qu'on appelle les areas of expertise chez nous, qui sont tous présents pour abreuver en fait le core business, mais de manière différente. Et c'est ça ce modèle en fait qu'on a créé. On a commencé par les cafés il y a 8 ans, par l'éducation il y a 7-8 ans aussi, et la dernière partie c'était vraiment la partie innovation et la partie media content. Et donc quelqu'un qui regarde de l'extérieur va pas forcément comprendre le fil rouge, mais le fil rouge c'est que c'est des activités dans lesquelles on va retrouver un peu l'âme, donc on va retrouver un système de valeurs, une façon de travailler, on va retrouver un focus qui est quand même celui sur la musique, les émotions, les expériences, on va retrouver un savoir-faire. C'est ça le fil rouge.
C'est le fil rouge et c'est pour tous ceux qui ont fait de la licence ou de la franchise ou du développement de marque, c'est la partie la plus compliquée, c'est que tu pars en fait d'un événement ultra émotionnel avec toutes les valeurs qu'on a véhiculées de Claude tout à l'heure et tu l'exportes et tu le développes. Et comment ces valeurs, on les retrouve dans un café, dans un festival au Japon, dans une activité digitale sur une plateforme multimédia en Chine. Et c'est ça la plus grande difficulté. C'est là qu'on ne doit pas se perdre. C'est le plus grand débat parce qu'aujourd'hui, on peut partir dans une stratégie digitale, une stratégie média qui ratisse large, mais finalement, à part peut-être un peu plus d'argent, tu as gagné quoi? Et si c'est au profit de la marque, avec ses valeurs fondamentales d'authenticité, toutes celles que je vous ai mentionnées, alors là, ça marche. Mais si c'est juste au profit de dire, tiens, j'ai ouvert un café parce que comme ça, je vais faire un petit peu plus de bénéfices pour payer un artiste qui va venir au festival, là, c'est très casse-gueule. Parce que ça veut dire qu'on peut être dans un déficit de marque. C'est quoi la question que tu poses? Alors, tu disais tout à l'heure, quand vous venez me voir avec l'équipe vient te voir avec une proposition d'innovation, tu dis pour qui et pourquoi. C'est quoi la question que tu poses quand tu considères étendre le footprint de ta plateforme dans une nouvelle direction? Pourquoi? Pour qui, pourquoi aussi? Je vais reposer ma question. Non, mais c'est très basique. C'est vrai, je pense que la réponse va un peu plus loin dans ce cas-là, mais parce que l'enjeu, c'est de gérer une croissance sans perdre son âme, par exemple. Et hier, Anne-Sophie Pic, pour revenir à elle, qui fait la même chose, qui est sa propre marque et qui se développe, me disait, pour moi, le moment où il y aura un red flag, c'est le moment où je sentirai qu'il n'y a plus de lien. C'est-à-dire, je développe une activité, mais qu'elle ne crée pas de lien réel, de relation. Donc, comment est-ce que tu sais, parce que la marque, le groupe a quand même une croissance énorme. On voit Montreux dans de plus en plus d'endroits. Maintenant, tu décris ces 4 business. Comment est-ce que tu vas savoir que peut-être à un moment, une proposition qu'on te fait, elle va trop loin et qu'elle trahira ses valeurs? Alors, ça va dépendre du type d'activité, évidemment. Je pense que déjà, il faut toujours être curieux et laisser la chance à la chance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on développe de manière organique, il y a des choses qu'on développe de manière stratégique et il y a des choses qu'on développe de manière opportuniste. Le côté opportuniste, il est parfois perturbant, mais il est souvent très créatif. Et ce qui est hyper important, c'est de laisser venir ce genre d'opportunités, même si au départ on dit oh, mais qu'est-ce qui m'emmerde avec ces trucs, non, et puis alors encore une séance. Et c'est de laisser ce temps au temps, aussi ce temps d'une séance, ce temps d'un moment, même si on a un a priori négatif, parce que tout d'un coup il y a un truc génial qui va sortir. Ceci étant dit, dans les 3 développements, il faut chaque fois se poser la question justement, mais en fait, au-delà du pour qui, pourquoi, c'est comment ça va servir mon écosystème. Et comment cette technologie, comment ce développement territorial, comment ce nouveau public que je vais générer va servir en fait mon écosystème. Et cette question, elle est nécessaire à chaque fois parce que tu es très vite aspiré dans le développement de marque en disant bah attends, ce serait trop cool, on va faire des baskets avec machin, et puis on va faire des tapis avec lui, et puis on va développer des étagères Ikea, et puis ça va assez vite. Quand tu développes ce genre de choses, tu as plein de sollicitations et d'intérêts. À un moment, il y a une barrière éthique, ça c'est sûr, il y a une barrière idéologique. Je pense que l'idéologique, elle est avant l'éthique, même si l'éthique elle est super importante. C'est clair qu'on fait de la musique et quand même le regard qui va être sur nous, c'est les gens qui sont les acteurs de la musique. Donc si tout d'un coup je vais faire un café ou un festival qui est totalement en dehors des valeurs de Montreux par rapport au regard que pourrait avoir un artiste sur le festival, parce que tout ce que je t'ai dit qui construit, c'est quand même la perception. Je veux dire, quand il y a des marques que vous n'acceptez pas comme sponsor par exemple. Oui. Voilà. Oui. Donc pour dire qu'il y a quand même c'est vrai que c'est une déontologie compliquée dans les festivals aujourd'hui. Ça a été tout un débat il y a 3-4 ans en fait sur les festivals, la déontologie des partenariats. Je pense que si on gratte un peu sous le tapis de chacun, on trouvera toujours des critiques à faire. Après, je pense que la meilleure déontologie, c'est sa propre déontologie. C'est jusqu'où, par rapport à mes valeurs, je suis prêt à aller dans le développement. Et de nouveau, pour moi, un partenariat se développe que si on a des touch points, que si on a des valeurs qui se rejoignent. Et que ça doit en aucun cas être un partenariat qui repose que sur l'argent, parce que de toute façon, ça, on sait qu'il est mort-né, et puis que soit c'est le sponsor qui veut faire un gros coup une fois, soit c'est nous qui saisissons une opportunité, mais ça ne va pas dans la pérennité. Tout ce que je t'ai expliqué là dans cet écosystème, c'est que je suis obligé aussi d'avoir des partenaires qui vont dans cette idéologie et dans cette pérennité. Celui qui veut faire one shot, un grand coup en disant « je m'offre une immense visibilité à Montreux cette année parce qu'ils ont Elton John »,
c'est peut-être bien une année, mais ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, on crée pas de la valeur avec ça. Et de nouveau, on ne crée pas de liens et de relations. Avec le peu de temps qui nous reste, je voudrais un peu qu'on parle de toi. Qu'est-ce que c'est pour toi le succès à titre en tant qu'entrepreneur? Oui, non, mais c'est pas à zéro en fait. Si maintenant tu remets ta casquette d'entrepreneur, qu'est-ce qui pour toi en tant qu'entrepreneur est ta définition du succès? De nouveau, ça paraît très fleur bleue, mais pour moi, la définition du succès, c'est d'abord la passion. C'est les tripes. Je pense qu'on peut faire passer n'importe quoi, on peut surmonter n'importe quelle barrière, on peut dépasser n'importe quelle contrainte. Si on aime ce qu'on fait par-dessus tout et qu'on a ses tripes dedans, je parle d'entrepreneuriat, et je ne parle pas de toute personne qui a un travail, parce que parfois chacun ne peut pas choisir ce qu'il a envie de faire, mais dans nos cas d'entrepreneurs, c'est cette folie, cette passion. Et moi, j'ai toujours essayé de me dire, et j'espère que j'arriverai à le tenir, c'est que si un jour je perds ne serait-ce qu'un 10% de ma passion, j'espère que j'aurai l'honnêteté et l'humilité et l'abnégation de dire il faut que je sorte. Parce qu'une manifestation comme ça ne peut pas, avec toutes ces valeurs que je vais véhiculer là, ne peuvent pas persister s'il n'y a pas la passion derrière. Et cette croyance folle en ce qu'on fait. On est un peu fou de temps en temps et je pense qu'il faut de la folie. Et je close ce sujet-là peut-être en revenant à Claude, parce que c'est certainement la chose qui m'a le plus séduit chez lui. C'est que finalement Claude était un enfant de 8 ans. Et un enfant de 8 ans ou 9 ans, ou disons si vous voulez, mais plutôt entre 7 et 9 on va dire, pour ceux qui ont des enfants, parce qu'ils n'ont pas de barrière. Tout est possible. Et nous aujourd'hui, chaque fois qu'on prononce une phrase, on est bourré de contraintes. On n'a pas évoqué la fin du projet, qu'on nous dit oui, ça va être compliqué à cause de ci, à cause de ça, etc. Et ce que j'ai toujours admiré chez Claude, c'est qu'il n'avait aucune barrière. C'est que chaque fois, il disait j'y vais, je fonce. À certains moments, ça s'arrêtait ou le projet s'est arrêté. Et je trouve que si on arrive à retrouver parfois au niveau entrepreneurial notre âme d'enfant et de se dire c'est possible, il y a l'âme d'entrepreneur et l'objectivité qui à un certain moment veut dire ok, on ne va pas le faire pour X raisons, et ça sera pragmatique et ça sera économique qui fait qu'on ne le fait pas. Mais au début d'un process, si on peut juste se laisser cette bulle de plaisir et de créativité c'est ça, en le disant… c'est le plaisir. Oui, mais c'est le plaisir créatif et c'est le plaisir de juste se laisser cette opportunité-là et pas tout de suite casser le projet. Il y aura assez de contraintes après. Vous avez vu l'annonce sur Elton John qui joue dans un stade. Je prends juste cet exemple-là. Ça va à l'encontre de tout ce que je viens de vous expliquer. L'intimité, la proximité, l'artiste qui veut jouer dans un petit écrin, etc. Vous allez peut-être vous dire, mais attends, il est con, machin. Il vient nous faire une théorie sur l'intimité, puis il va mettre Elton John dans un stade. Mais ça va bien au-delà de ça. C'est que, là de nouveau, c'est un artiste qui vient avec générosité en se disant, mais c'est ma dernière tournée de toute ma carrière. Je comprends le principe de Montreux, je comprends le principe d'être dans une petite salle. Mais là, j'ai envie de livrer toute ma vie. C'est toute ma vie. Et j'ai envie de vous la livrer dans sa grosse production. Alors nous, soit là, on joue au con, puis on dit non, mais nous, nos valeurs de Montreux, c'est le Stravinsky, comme ça, etc. Soit on se dit, waouh, mais en fait, ce que Elton est en train de nous proposer, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour les festivaliers, même si certains sont parfois déçus dans un premier arrêt de se dire, je ne vais pas pouvoir être au Stravinsky. C'est un cadeau pour nous, parce que c'est un défi dantesque. Et là, toute l'équipe du bureau était juste dingue, parce que quand on arrive avec ça en disant pendant le festival, on va faire un open air de 15 000 personnes. Il a ramassé le puck, le gars, c'est pas possible. C'est un festival dans le festival. Oui, c'est de la folie. Oui, c'est totalement irrationnel de faire un truc pareil. Mais si Montreux ne fait pas ce genre de choses, Montreux n'est plus Montreux. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en devenant entrepreneur? Une chose. Une chose, apprendre sur moi-même. Sans-en une parmi tout ce que tu as appris sur toi-même. Écouter son intuition. C'est pas ce qu'on dit à l'école, ça? Non, et surtout pas à l'école hôtelière, si je peux me permettre. C'est justement... Nous avons un professeur émérite. Il connaît mon avis. Pour avoir été mon maître de mémoire, je crois que Ulysse connaît mon avis et je pense que l'école hôtelière est une formidable école hôtelière, mais elle oublie parfois justement que l'intuition a des valeurs fondamentales. Et je pense que c'est cette petite lumière qui s'allume à un moment et qui te dit
s'il y a un truc qui ne colle pas ou oui, je dois le faire, c'est dur aujourd'hui d'écouter son intuition. C'est super dur. Il y a toujours 12 000 personnes qui vont venir vers toi pour dire qu'il ne faut pas le faire. Mais j'ai envie d'écouter juste celle-là qui me dit « fais-le ». Et celle-là, c'est la mienne. Je peux me planter, je peux faire des grosses erreurs, j'en ai fait, mais ça apporte aussi une certaine réussite. Et je pense que le plus important, ce n'est pas que l'entrepreneur suive ses intuitions, c'est qu'il permette à toutes les personnes qui travaillent avec lui de suivre aussi leurs intuitions. Et ça, je pense que c'est le plus important et c'est parfois le plus difficile aussi pour l'entrepreneur d'accepter de suivre les intuitions des personnes qui travaillent avec lui et de dire ça n'est pas que la mienne et peut-être que je la sens moins bien, mais lui il a eu cette intuition à ce moment-là, il faut que je l'écoute. Et derrière il y a toute la notion de risque aussi, d'accepter qu'éventuellement on se plante. D'ailleurs je me rappelle un truc parce qu'on s'était rencontrés il y a 3-4 ans, on avait parlé beaucoup de différents sujets et je t'avais demandé comment est-ce que tu prenais le feedback sur si les gens étaient contents au festival et tu m'avais dit qu'il y avait tout un process un peu on va dire, de collection de données avec des gens qui demandaient du feedback, mais que toi, tu te promenais, tu allais te mettre à l'arrière des salles et tu prenais la température. Et donc, tu avais en même temps un feedback qui était très mathématique, très chiffré, et que tu le mélangeais avec un feedback qui était au contraire très intuitif. Et finalement, c'est peut-être un petit peu un petit exemple qui résume ta façon de travailler entre des choses très conventionnelles, des choses moins conventionnelles, entre une réalité du business et puis une réalité de la création. Entre faire du global et du local. Et donc finalement des choses qui ont peut-être l'air contradictoires mais qui ne le sont pas. Alors pour être très honnête, et peut-être qu'à l'époque on ne se connaissait pas assez, je t'ai peut-être survendu le côté mathématique de nos études. Totalement, D'accord. Mais bon, je vois que tu l'as intégré. Voilà, oui, non mais c'est clair. Mais j'avais écrit tout un livre dessus, ça m'embête. Non mais on va passer aux questions, mais moi quand je t'ai écouté, je me disais, on essaye un peu de rencontrer les entrepreneurs pour qu'on en retire tous des choses qui nous permettent de faire avancer nos projets à nous, et j'ai entendu beaucoup de choses ce soir, ce mélange entre intuition et data, entre business et art. Et un des trucs qui m'a beaucoup frappé dans ce que tu as raconté, ça me rappelle une phrase du directeur du MIT Media Lab qui dit que nous sommes nés dans un monde de cartes, et qu'aujourd'hui tout ce qu'on a c'est des boussoles. Et quand je t'entendais raconter la succession de Claude, je me disais Claude, il vous avait pas donné la carte, il vous avait pas dit dans 5 ans il faudra faire ça et l'environnement ça sera ça. Par contre il vous avait donné une boussole, et la boussole c'était de la passion et des valeurs. Et ça vous a permis de naviguer bien plus puissamment que si vous avez laissé une carte. C'est beau. Est-ce qu'on peut applaudir Mathieu Jaton, s'il vous plaît?